Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, nous allons, comme vous le savez sans doute, parler de sionisme et antisionisme, antisémitisme et post-sionisme. Ce débat est organisé par le séminaire ETAP. ETAP, ça signifie Exploration théorique anarchiste pragmatiste pour l'émancipation. Et vous retrouvez la plupart de nos débats sur le site grandanglelibertaire.net. Pour ce débat, deux intervenants. Nathan Delbracine, qui est diplômé en droit international et en langues orientales, doctorant en sociologie en co-tutelle entre l'Université de Liège et celle de Paris-Cité. Il a participé à l'occupation en solidarité avec la Palestine de l'Université libre de Bruxelles. Donc, intellectuel militant. Et il est aussi l'auteur de La culture comme vecteur de construction et de différenciation de l'État vers un État d'émancipation, point d'interrogation, dans le livre du séminaire ETAP, Repenser l'État au XXIe siècle. Sylvain Bull est professeur de sociologie à l'Université de Paris-Cité, détaché du laboratoire d'anthropologie politique EHESS-CNRS. Elle a mené des recherches en Israël et en Palestine. Et vous retrouvez certaines de ces... Donc, nos deux intervenants dans un premier temps, et ensuite, questions, remarques de la part de tous ceux qui le voudront. Nathan, en premier. Je vais surtout intervenir ici en qualité de militant, alors qu'il va tâcher d'être le plus rigoureux possible, bien sûr, mais je ne prétendrai pas à une quelconque objectivité dans la présentation de ce que je vais faire, sinon une certaine honnêteté intellectuelle que je dois à la gravité du sujet. Alors pour que tout le monde puisse se préparer aussi à ce que je vais dire dans la suite, qui peut parfois être très prenante dans un sens comme dans l'autre, je vais énoncer le plan. Donc je vais commencer par définir rapidement le sionisme, essayer de pointer certaines ruptures, certaines continuités entre ce que j'ai défini comme le sionisme et la structure étatique israélienne, l'État israélien, j'insiste. Je parlerai surtout de structure sociale, de structure étatique et d'État. Ensuite, pourquoi je défends, même si le mot est fort, on pourra y revenir si vous voulez, la dissolution des structures étatiques de l'État israélien, et je reviendrai rapidement sur les trois grandes pistes de résolution de la question palestinienne, à savoir la solution à deux États, la solution from the river to the sea, et j'essaierai de manière très humble de démonter certains raccourcis qui est souvent fait à cette position, et la position de l'État binational, pour laquelle j'ai certaines réserves que j'expliciterai, mais que je trouve complémentaire, de plus en plus complémentaire avec la solution from the river to the sea, et surtout que c'est peut-être la seule qui soit véritablement révolutionnaire à moyen terme. Alors, du coup, allons-y. Alors, le sionisme, comment est-ce que je le définirais, qui n'est pas une chose aisée, je le précise tout de suite, dans la littérature aussi. C'est pas toujours facile de définir, mais je le définis comme ça. Le sionisme est une idéologie et un projet politique visant à établir un État souverain exclusivement juif sur l'ensemble du territoire de la Palestine mandataire. Avant que vous ne fassiez des bons, je vais expliciter aussi chacun de ces termes. Mais du coup, je trouve qu'il est intéressant de revenir, de faire un point un peu d'histoire, sans que je sois historien. Voilà, mais donc le sionisme émerge officiellement en 1897 avec la tenue du premier congrès sioniste, qui est à l'initiative de Theodor Herzl. Et pourquoi est-ce qu'il apparaît? Alors, je reviens donc en 1791 à la Révolution française, qui prononce l'émancipation des Juifs, autrement dit, les citoyens juifs de l'espace français obtiennent la citoyenneté
pleine et entière. Dans ce cadre-là, avec les guerres napoléoniennes, ces idéaux d'émancipation vont se traduire dans d'autres pays, plutôt vers l'Europe de l'Est et le reste de l'Europe de l'Ouest, mais en Russie tsariste et en Europe de l'Est, on continue à avoir d'importants pogroms et un régime étatique discriminatoire à l'encontre des personnes juives. Je tiens à préciser que même s'il y a édit d'émancipation, ce n'est pas pour autant qu'on met fin à l'antisémitisme dans l'espace français. Je tiens quand même à le préciser. Et si vous voulez, c'est sous l'influence à la fois des violents pogroms des années 1880 et de l'affaire Dreyfus que Theodor Herzl va en arriver à développer le projet sioniste que j'ai développé plus tôt. La définition que j'ai développée plus tôt. Alors pourquoi ? Alors il faut savoir que Theodor Herzl, comme beaucoup de juifs libéraux du 19e siècle, est un fervent défenseur de l'assimilation. Donc de considérer que les juifs seront des citoyens et sont des citoyens comme les autres dans les espaces politiques dans lesquels ils sont, avec des aménagements bien sûr. Quand je dis aménagement, j'entends du point de vue d'autonomie culturelle et religieuse, mais ils pensent à l'assimilation. Et puis c'est les pogroms de 1880 dans l'espace russe et en Europe orientale et centrale, et l'affaire Dreyfus. Il ne faut pas nier l'importance de l'affaire Dreyfus dans ce revirement, puisque pour Herzl, c'est l'idée que même le pays de l'émancipation en vient à être foncièrement antisémite, ce qui est le cas, hein, c'est indiscutable. Et donc pour lui, il en arrive au constat que l'assimilation est du coup impossible pour les Juifs, et donc il théorise ce projet d'État-nation. Je précise d'emblée que la Palestine n'arrive que dans le début du XXe siècle, 1905-1910. Au départ, Theodor Herzl est assez ouvert à beaucoup de choses. On a pensé à l'Ouganda, à l'Argentine, à Madagascar. Et ce n'est que plus tard que la Palestine va devenir le point central, à travers un slogan resté célèbre. Ça n'est qu'un slogan, je vous le mets pour culture historique, mais ne réduisez pas non plus toute la pensée de Herzl à ça, mais c'est assez frappant. C'est donc un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Donc c'est postulé qu'en Palestine il n'y a personne, et que s'il y avait des gens, de toute façon, il est assez légitime de les mettre dehors. Voilà, quand je vous dis que le ton est plutôt politique, c'est celui-là. Et donc, on a aussi, ça me permet de préciser que Theodor Herzl est pétri aussi de cette culture européenne, du colonialisme, du suprémacisme blanc, de son époque. Là-dessus, il ne fait pas exception. À plusieurs égards. J'en profite aussi pour préciser, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la lignée du commentaire de un peuple sans terre pour une terre sans peuple, c'est que oui, mais il n'y avait pas d'identité palestinienne forte dans l'entre-deux-guerres et même avant la Première Guerre mondiale. Pour l'avoir étudié, je serais en contradiction avec cela pour deux choses. C'est que d'abord, dans l'Empire ottoman, c'est une structure étatique extrêmement compliquée. Enfin, compliquée pour l'Européen que je suis. Hein. Je veux dire, c'est pas compliqué en soi, mais il parvient à construire à la fois un pouvoir extrêmement centralisé et extrêmement décentralisé, qui pour l'esprit un peu cartésien que je suis, est un peu difficile à saisir. Et en plus, à partir donc de la seconde moitié du 19e siècle, dans ce qu'on appelle les provinces arabes de l'Empire ottoman, il y a le mouvement de la Nahda, donc on a dit plein de choses dessus, bon tant pis, mais c'est un mouvement, on va dire, de renaissance intellectuelle, dans lequel on va avoir tous des mouvements de nationalisme beaucoup plus locaux,
dans les provinces arabes de l'Empire ottoman qui vont être beaucoup plus marquées. J'en profite aussi pour préciser que quand je parle et quand je parlerai de sionisme, je parle de personnes qui vont s'installer en Palestine ou sur le territoire de l'ancienne Palestine mandataire, portées par le projet sioniste, qu'il n'est pas le cas de bon nombre de personnes juives qui, à l'époque, que ce soit à la fin du 19e siècle ou jusque dans l'entre-deux-guerres, peuvent aller s'installer sans avoir ce projet-là en tête. Je tiens aussi du coup à préciser que ça n'est qu'à partir entre 1948 et 1967 que la rupture entre les populations juives autochtones de Palestine et les populations, le reste de la population autochtone de Palestine, il y a la césure, là, il y a une cassure, suite à la colonisation israélienne. Je vais donc essayer d'accélérer, parce que je vois que je traîne. Et donc, une chose aussi qui est important, et là, j'aimerais bien, je vais être très clair là-dessus, mais je me vois mal ne pas le dire pour expliciter la suite de mon propos, mais comprenez-moi bien là-dessus. Il faut savoir que Théodore Herzl, quand je disais qu'il est porté par tous les idéaux coloniaux de son époque, c'est aussi qu'il fréquente les milieux d'extrême droite européenne. Il a fréquenté Drummond, il a des idées parfois assez proches de celles de Maurras. Attention, je ne suis pas en train de dire que Herzl lui-même ou son projet était antisémite. Je dis simplement qu'il y a des motifs qui permettent à ces deux courants de pensée de relativement converger pour des objectifs totalement différents. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est que d'un côté, eh bien, la montée de l'extrême droite dans les pays européens confirme Herzl et les tenants du mouvement sioniste dans leur perception du fait que l'assimilation n'est plus possible. Et l'extrême droite est très contente d'avoir le mouvement sioniste d'une certaine manière, puisque la radicalisation de la solution finale n'interviendra qu'en 1941. Ce qui les intéresse dans un premier temps, c'est qu'ils foutent le camp. Et donc le meilleur moyen de foutre le camp, c'est de soutenir le projet sioniste en se disant loin de moi, loin des yeux, loin du cœur. Et aussi, il y a une communauté de vues autour de cet ethno-nationalisme, cette idée que voilà, de suprémacisme européen. Du coup, j'avance. Oui, quand je parle, et j'y reviendrai après ça, pardon, il y a une très très grande diversité de pensée au sein des institutions et du monde juif, même si j'aime pas cette expression, mais je l'emploie par facilité, autour du sionisme, c'est-à-dire que jusqu'à 47-48, en fait, le sionisme est extrêmement minoritaire au sein des différentes communautés juives. On peut penser, par exemple, aux autorités religieuses qui, elles, le rejettent complètement, au motif que ça n'est que lorsque le Messie reviendra que les Juifs pourront, selon eux, retourner en Palestine. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, enfin, c'est pas rigolo, mais vous comprenez quand je dis ça, c'est intéressant de voir que le revirement s'opère en 67, où là, les autorités religieuses vont plutôt soutenir le sionisme suite à la conquête totale de Jérusalem, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Bref, il y a aussi les juifs marxistes qui, parce qu'ils sont internationalistes, rejettent profondément le sionisme de Herzl, qui est en fait pour eux un avatar de l'impérialisme, pour aller très vite. Et puis il y a tous les juifs assimilés. On peut penser à Edwin Montaigu, qui était secrétaire aux Indes britanniques,
qui faisaient partie de ces juifs qui avaient intégré les structures de pouvoir des États-nations et qui voyaient d'un très mauvais œil l'instauration d'un État, dans la mesure où ils disent oui mais bon, si un État israélien, où on disait à l'époque un État juif, quel est l'avenir de ma nationalité, moi dans le pays où je suis né finalement. Donc voilà, il y a aussi alors avant de vous parler de ça, je vais peut-être vous parler de ça, je parlais aussi de exclusivement juif. Herzl est aussi porté par une forme de suprémacisme juif. C'est-à-dire que parmi les juifs, tout ce qui est juif orientaux, ça l'intéresse pas. Il n'y a que du mépris et une autre forme de racisme. Ce qui l'intéresse principalement, c'est les juifs d'Europe de l'Est ou de l'Empire tsariste, dans le cadre d'un projet, et là, c'est pas mes mots, c'est les mots de l'époque, mais de régénération de la race juive. Donc, voilà, et alors, mais du coup, il y a certaines continuités entre l'État israélien tel qu'on le connaît aujourd'hui et le projet sioniste. Avant de l'aborder, je voudrais quand même préciser qu'il y a aussi des diversités d'opinions au sein du mouvement sioniste, enfin, que je qualifie de sioniste. D'abord, il y avait une très très grande, à la fin du 19e siècle, il y a une très très grande diversité de mouvements sionistes, y compris des mouvements sionistes qui n'envisagent pas de créer un État souverain, mais veulent plutôt une forme d'autonomie culturelle. Et puis il y a aussi, à l'intérieur du mouvement sioniste tel que développé par Herzl, des différences de pensée, à savoir que vous pouvez retrouver des marxistes, des sociodémocrates et d'authentiques fascistes, dans la personne de Jabotinsky par exemple, qui défilait en chemise noire dans les années 30, parce qu'il admirait Mussolini. Donc vous avez une très très grande diversité d'opinions. D'ailleurs, ça me permet de préciser que la gauche du mouvement sioniste, et ce qui va devenir l'Agence juive et plus tard l'État israélien, la gauche reste au pouvoir jusqu'en 77. Donc c'est important de souligner que c'est la gauche qui colonise. La droite n'arrive au pouvoir donc qu'à partir de 77 et ne s'installe véritablement dans les institutions qu'à partir des années 90-2000. Et donc c'est très important aussi de voir que, et ça m'amène à mon autre point de la question du suprémacisme juif, c'est que on peut très bien avoir des projets de justice sociale, d'émancipation, etc., mais qui ne vont concerner qu'une partie de la population, en sachant qu'on l'a fait activement au détriment des populations autochtones palestiniennes. C'est pas du tout exclusif, si vous voulez. Juste un petit point sur les juifs orientaux et le suprémacisme juif du projet sioniste. Alors déjà, en 1947, on a Ben Gourion, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le premier ministre israélien de l'époque, qui va faire venir notamment des juifs yéménites, mais toujours dans une fonction et un rôle subalterne, et les mettre plutôt sur les lignes d'armistice. De nouveau, je vais être très cru, mais histoire que si les bombes arrivent, c'est eux qui les prennent en premier. Voilà. Deuxième chose, dans les années 80, on a les juifs éthiopiens. Il y a eu un très beau film, enfin, que moi j'ai trouvé absolument atroce, mais c'est un beau film au sens cinématographique. C'est Va, vie et deviens, qui raconte l'histoire de ces juifs éthiopiens qui arrivent en Israël et qui racontent le traitement qu'ils subissent. Et donc,
dès le départ, on a cette idéologie, et comme j'essaye de l'expliquer, alors je suis obligé d'aller très vite, donc on pourra toujours dire que j'ai été trop vite là-dessus, mais que le sionisme qui va s'imposer, c'est celui de Herzl. Et le racisme, le suprémacisme blanc et juif au sein de ce projet sioniste est quelque chose de structurel, dans la mesure où si vous ne le prenez pas, on ne peut plus vous qualifier de sioniste, en fait, au sens défini. Et donc, c'est au titre de ces continuités, que ce soit vis-à-vis des juifs orientaux ou du projet colonial, puisqu'en fait, dès 1920, on a des documents qui, et même avant ça, si vous prenez la conférence de la paix, sur laquelle moi j'ai plus spécifiquement travaillé, vous avez une délégation sioniste pour lesquelles la colonisation entière de la Palestine mandataire est un objectif clair. Et on a des rapports interminables des Britanniques pour jurer qu'ils n'ont jamais promis l'intégralité de la Palestine, etc., etc. Et ça va être une très grande force, entre guillemets, de l'État israélien, enfin, du mouvement sioniste, et puis de l'État israélien, d'avoir une activité à la fois de fait accompli, qui va allier une très grande action diplomatique et des politiques de fait accompli. Bon, je vais accélérer. Du coup, je vais passer à la question de pourquoi est-ce que j'estime que les structures étatiques israéliennes doivent être dissoutes ou transformées, si vous préférez. Je sais que dissoudre, c'est un peu provocateur, parce que j'aime bien la polémique et la controverse, mais on peut dire transformer. Eh bien, tout simplement, d'abord, je voudrais préciser qu'un État n'a pas de droit inhérent à l'existence. C'est-à-dire n'a pas vocation à être éternel, ni un droit automatique à existence. Les droits des peuples ont droit à l'autodétermination, mais un État n'a pas droit à l'existence. C'est-à-dire que si je dis mort à la France, mort à la Belgique, etc., je vise une institution. Je ne vise pas les populations qui sont à l'intérieur. Et si demain la France et l'Allemagne veulent faire un pays à eux seuls, c'est tout à fait légitime et possible. Alors je vais faire un petit détour, parce que je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il faut le dissoudre, parce que c'est un État colonial. Donc vous allez me dire, mais il faudrait dissoudre la France parce que c'est un État colonial. Je vous dirais oui, mais bon. Voilà. Du coup, pourquoi? Alors je vais faire un petit détour, c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue la gauche et la droite d'un côté et l'extrême droite de l'autre. La gauche et la droite d'un côté ont un projet politique qui vise, et sont d'accord sur une chose, l'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains. Après, la gauche et la droite vont se battre sur les moyens de savoir si c'est une réponse individuelle ou collective qui convient de mettre en œuvre. Mais elles sont d'accord là-dessus. L'extrême droite, c'est l'inégalité supposée naturelle des êtres humains, ce qui justifie et légitime qu'on discrimine, qu'on opprime et même qu'on élimine certaines populations. Et donc on hiérarchise des cultures, des personnes qui sont supérieures ou inférieures à d'autres. Et quel type de structure étatique hiérarchise les êtres humains et les cultures? Eh bien, tout simplement, l'État colonial. Alors, bon, moi je suis belge, donc je vais vous dire qu'au titre du cordon sanitaire, faudrait que ce soit dissous, mais je sais bien que ça n'a pas bonne presse ici en France, mais voilà. Quand je parle des structures, je parle de l'administration, je parle de mode de pensée ou de forces qui contraignent les actions et les attitudes. Je ne parle pas des individus. Je voudrais rappeler qu'on peut naître dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël et être antisioniste. C'est par exemple le cas de l'organisation, le parti politique Matzpen qui n'existe plus aujourd'hui, je crois.
mais qui était résolument anti-sionisme et anti-sioniste. Et donc, c'est à ce titre-là que j'en demande la dissolution. Alors, quel est l'antisionisme? Alors, la définition que je vous propose, c'est la dénonciation et la lutte contre le projet de colonie de peuplement en Palestine pour instaurer un État, j'insiste, exclusivement juif. Exclusivement juif. Dont des historiens comme Enzo Traverso ou d'autres ont pu montrer qu'il y a une continuité du point de vue du projet colonial entre le projet de Herzl et l'État israélien aujourd'hui. Malheureusement, je suis obligé d'accélérer. Et donc, pour être... et d'ailleurs, toutes les personnes juives ne sont pas sionistes, beaucoup sont anti-sionistes. Alors je sais que les associations que je vais citer sont sujettes à caution ici, mais on a des associations comme CEDEC, l'UJFP ou AJAB en France. Et donc, quand est-ce qu'un anti-sioniste peut être taxé d'antisémitisme? Eh bien, c'est quand il y a un certain nombre de critères qui sont remplis. Je vais me permettre de les lire pour être sûr de ne pas en oublier. S'il projette la figure mythologique du juif hérité de l'antisémitisme sur l'État d'Israël, car c'est un État juif, sur le sionisme, car c'est un mouvement juif, ou s'il tient l'ensemble des juifs pour responsables des agissements du dit État. Je reprécise, on peut être citoyen israélien et disposer de la citoyenneté pleine et entière et être anti-sioniste et... oui, voilà, anti-sioniste. Alors j'accélère de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Alors, de nouveau, c'est un peu aux populations concernées de déterminer ce qu'elles veulent. C'est pas moi qui vais arriver en disant « Écoutez, je vous ai compris ». Non, ça marche pas comme ça. Donc, je vais faire ça, mais je ne peux pas non plus arriver et dire « Voilà, je veux la dissolution » et puis vous dire « Démerdez-vous ». Ça me paraît un peu facile. Donc, je vais proposer des solutions. Enfin, je vais évoquer des pistes. Je précise que d'emblée, mon postulat est que l'émancipation des uns ne peut pas se faire au détriment des autres. Voilà. Alors, soyons clairs, c'est ce que le Nord global fait au Sud global. C'est-à-dire que mon émancipation en tant que personne handicapée se fait sur le dos des personnes les plus vulnérables de ce pays et sur le Sud global qui extrait les minéraux qui permettent à mon ordinateur de fonctionner. Maintenant, ça ne peut pas empêcher toute critique non plus. Alors, la solution à deux États, c'est la plus facile à mettre en œuvre. C'est la plus facile à mettre en œuvre. Parce qu'elle ne demande aucune remise en question de notre droit international. Parce que la question palestinienne matérialise en fait toutes les contradictions sur lesquelles le droit international s'est construit. Notamment l'identité, l'égalité entre population, territoire, structure de pouvoir et ce qu'on appelle la nation. J'aime pas nation, ça n'existe pas, c'est construction, ou vision de soi ou des autres. C'est ce que j'appelle ça. Et donc il y a identité. Et donc faire une solution à deux États, c'est maintenir le système tel qu'il est et se répartir l'espace. En fait, ça consacre, et Guy faisait rapidement référence à l'article que j'avais écrit dans le livre du séminaire Étape, lecture que je vous recommande bien sûr, où je m'intéresse à cette question de la construction des États, à la fois au 16e, 18e, entre le 16e et le 18e siècle en Europe, et les États-nations arabes à la suite de la conférence de la paix, où en fait on voit très bien qu'on se sépare du côté européen, on règle les conflits en se répartissant l'espace. C'est-à-dire qu'on ne règle rien, mais on gèle en mettant des frontières entre nous et en disant tu seras maître chez toi et moi je serai maître chez moi. Le problème, c'est que ça ne règle pas la question du fameux droit au retour des réfugiés palestiniens. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas retourner dans les 3/4 du territoire de la Palestine mandataire, qui est la partie qui échouerait
à la partie de l'État israélien. Et on passerait d'un conflit de libération nationale à ce qu'on appelle dans le jargon un conflit international, comprenez un conflit entre deux États. Mais je veux préciser tout de suite qu'il n'y a pas de solution qui empêcherait clé sur porte la poursuite du conflit. Il va y avoir besoin d'un travail actif, plus ou moins fort, des acteurs internationaux, des acteurs locaux, pour une solution qui est à construire plus qu'à trouver. Ça, c'est aussi un grand mythe que j'aborde dans ma thèse. C'est comme si, tout d'un coup, on allait pouvoir trouver une solution et qu'elle allait, ou pouf, comme une pièce de puzzle, arriver et combler le trou. Alors que non, en fait, elle se construit. Pour la solution From the River to the Sea, en fait, c'est la revendication d'un seul État dans les frontières de la Palestine mandataire qui garantit les droits des Palestiniens et des Israéliens, en fait l'égalité de droits de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la Palestine mandataire. C'était le projet défendu sous le nom de Palestine démocratique par l'OLP dans les années 80 par exemple. Alors c'est clair que ce qui est difficile dans cette solution-là, c'est ok, vous avez qu'un seul État pour tout le monde, et s'il n'y a pas de travail, une certaine forme de décentralisation, de fédéralisme, de mesures éventuellement, de discrimination positive pour compenser la colonisation, bah, vous allez vous retrouver dans des situations telles qu'on les connaît aujourd'hui. L'État binational, alors j'ai un peu accéléré, je vais essayer d'aller très vite, mais c'est ce qui est le plus intéressant intellectuellement. Parce qu'en fait, je dirais que c'est inapplicable en l'espèce. C'est-à-dire que tous nos États sont fondés sur l'identité entre un État et une nation. Et donc, ce qui s'applique, en fait, comme je le disais, comme il y a identité entre territoire, structure de pouvoir, population et image de soi, au sens collectif, hein, tous ces mots sont interchangeables dans le jargon international, ce qui est absolument atroce, mais donc du coup, le droit qui s'applique, il s'applique sur un territoire. C'est-à-dire, moi, à Belgique, j'arrive à l'ONU, je signe un traité, il s'applique sur mon territoire. Il ne s'applique pas à mes citoyens, ou de manière indirecte, parce qu'il y a identité entre citoyens et territoire. Dans le cas d'un État binational, où voilà, on pourrait imaginer donc deux représentants aux Nations Unies, et qu'est-ce qu'on fait si l'un des représentants sur le même territoire ratifie une convention et que l'autre ne le fait pas? Ça veut dire qu'on va devoir appliquer des règles différentes à des populations différentes au sein d'un même espace. C'est le bordel, c'est un Belge qui vous le dit. C'est-à-dire que le moyen le plus facile pour y arriver, on peut toujours y arriver, hein. Si on met de l'énergie politique, si on met de l'argent, mais surtout de l'énergie politique, on peut y arriver. Mais si on veut une solution à court ou moyen terme applicable tout de suite, il va falloir faire des recensements de population. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il va falloir, bon, qui est quoi. Or, en Belgique comme au Rwanda, on sait que les recensements peuvent mener au pire. D'ailleurs, l'État belge, colonial belge, est responsable historiquement des identités locales au Rwanda, mais c'est un autre débat. Encore un autre État à dissoudre. Et donc, voilà, ce qui est très compliqué, y compris parce que souvent on me dit « Mais Nathan, toi t'es belge, donc flamand et wallon, en fait vous êtes déjà binationaux. » Non, il n'y a qu'un seul groupe ethnique si on veut jouer, et les règles s'appliquent territorialement, c'est-à-dire que vous avez des distinctions entre la région bruxelloise, la région wallonne, la région flamande, ou la communauté germanophone, flamande ou francophone, mais elles sont toutes liées à un territoire. Elles ne sont pas liées aux personnes. C'est-à-dire que moi, demain, je vais habiter en Flandre, je suis tenu de respecter les lois linguistiques flamandes. Et donc voilà. Par contre, et j'en terminerai là, j'espère que je n'ai pas été trop long, je pense que c'est à moyen terme et à court terme la solution la plus intéressante du point de vue de la révolution, puisque ça permettrait de découpler à la fois identité de soi et des autres, structure de pouvoir, territoire et population. Mais pour moi, il faudrait que ça s'applique à l'intégralité de notre société internationale.
parce que si on le fait uniquement pour le cas palestinien et israélien, dans ce cas-ci, puisqu'on serait dans un État binational, bah, ce serait rappeler sans cesse aux uns et aux autres en fait l'État-nation qu'on leur a refusé et donc leur exceptionnalisme. Et donc je ne vois pas en quoi ça pourrait réduire les conflits, mais c'est une option stimulante pour la révolution. Merci de m'avoir écouté. Merci Nathan. Je donne la parole à Sylvaine. Merci. Merci. Merci beaucoup pour le débat. Alors, je ne sais plus par quoi commencer par rapport à l'introduction. Si nous étions dans la vraie vie, je serais d'accord sur un certain nombre de points, notamment de la fin d'exposé de Nathan. Évidemment ici, puisque nous sommes quand même dans un cercle dédié, nous sommes dans une communauté affinitaire, nous sommes pour le commun, nous sommes en général assez anti-étatistes, contre les formes de souveraineté nationale opprimantes, pour l'égalité, puisque le terme a été employé, des races, je suis assez surprise de rencontrer ce terme-là, des races, des peuples, des identités, des individualités, et contre toutes les formes de tyrannie et d'oppression, puisque c'est quand même ce qui définit le travail de la communauté épistémique d'étape, dont moi je suis familière et auquel je suis attachée. Alors, jusque-là, tout va bien. Ensuite, j'ai été très surprise, mais il faudrait sans doute revenir dans la discussion sur l'histoire de Nathan, que je ne connais absolument pas. Pourquoi se focalise-t-il, alors qu'il est juriste, qu'il n'est pas juif, enfin je ne crois pas, si, il n'est pas palestinien non plus. Pourquoi se focaliser sur ce cas, mais surtout sur un exercice exégétique de l'histoire d'Israël qui, à mon avis, peut-être aurait pu être occulté parce que bon, il y aurait quand même un certain nombre de choses à reprendre. Alors moi, j'ai un point de vue, je suis beaucoup plus modeste dans mon exposé. J'ai un point de vue qui est épistémique. Je suis chercheur. J'ai habité 20 ans en Israël. Je connais les archives nationales d'Israël assez bien. J'ai travaillé aussi en Palestine et les 3/4 de mes activités sont sur la région, donc j'en parle de façon assez réaliste, sans avoir à tomber dans une fantasmagorie peut-être qui n'est pas nécessaire. Alors je voudrais juste reprendre 2 ou 3 points, enfin je vais faire un exposé aussi en 30 minutes. D'abord essayer de faire en 5 minutes une petite sociologie donc, de ce qui s'appelle l'antisionisme. Moi, c'est un terme que je n'emploie jamais, parce que le sionisme, pour moi, n'existe plus. On peut parler d'anti-israélisme, mais ce serait comme dire je suis sioniste, c'est comme dire je suis gaulois ou gauloise, ou je suis astérix. On est Israël est défini avant tout par son israélité, mais j'y reviendrai. Donc je voudrais quand même, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse depuis au moins depuis le 7 octobre. Encore une fois, moi je travaille depuis très longtemps, donc on a eu la possibilité de qualifier les positions militantes par rapport à Israël. Mais il y a en effet une espèce d'accélération de l'anti-israélisme depuis le 7 octobre. Et je voudrais juste faire un petit 5 minutes là-dessus. Ensuite, je voudrais définir donc, ce que Nathan appelle l'antisionisme, ou plutôt définir ce que Nathan appelle le sionisme à partir de l'antisionisme. Ça me semble une possibilité donc, de remonter par la réalité pour arriver à cette définition catégorielle qui est très peu qualifiante. Et puis ensuite, je demanderai aussi brièvement de quelle couleur est Israël, encore une fois, pas le sionisme, mais Israël, et puis s'en sortir. Comment s'en sortir? Là, donc, à peu près, enfin, je ne suis pas sûre qu'on soit d'accord. Alors, pour reprendre un petit peu la phraséologie de Nathan, parce que c'est vraiment une phraséologie, hein, d'abord, comment se construit tous ces termes qui ont été employés, et comment se construit l'antisionisme ici en Europe. L'antisionisme, encore une fois, moi une catégorie avec laquelle j'ai beaucoup de mal, est quelque chose d'occidental. C'est vraiment quelque chose d'occidental. Et moi je pense qu'il faut désormais considérer qu'il y a en effet une sociologie de l'antisionisme qui doit faire partie de la sociologie du mouvement social et de la sociologie des mobilisations. Tant on voit à quel point tout est
profondément liés dans la critique coloniale, impériale, etc. Et là-dessus, moi, ça ne me gêne pas, hein, évidemment. Par contre, on voit bien que la première remarque que l'on peut faire sur la sociologie de l'antisionisme, c'est bien par la critique sociale que se fait la critique, entre guillemets, du sionisme, et évidemment dans son recouvrement avec l'antisémitisme. Et on voit que ça se fait dans une cristallisation de l'opinion occidentale, anti-impériale, anticoloniale, etc., qui rejoint les positions du campisme ou de l'ancien campisme, le nord contre le sud, le camp occidental impérialiste contre le camp, entre guillemets, des dominés, l'ex-camp communiste contre le camp pro-américain, c'était la définition du campisme, même si aujourd'hui on pourrait dire dans certaines positions antisionistes, je pense à Tzedek, mais aussi aux indigènes de la République, ils ont des positions qui varient sur le campisme, puisqu'ils peuvent être pro-Poutine et pro-Iran par moment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi démêler, mais ailleurs. Moi, ce que je remarque, parce que je suis beaucoup intervenue à la demande des présidents d'universités, j'insiste, dans les différentes universités, dans les comités Solidarité Palestine. Je vois à chaque fois que nous avons une espèce de phraséologie, un petit peu comme dans la première partie de l'exposé de Nathan, qui agit par dépolitisation et par dématérialisation, alors qu'elle prétend connaître la réalité. Au contraire, elle jette un voile sur la réalité des sociétés israéliennes et palestiniennes, parce que les énoncés sont effectués à distance, de façon assez abstraite, et dans les messages, entre guillemets, antisionistes quelquefois, avec un recouvrement avec l'antisémitisme, on a en général, par ordre décroissant, et c'est un peu ce que l'énoncé de Nathan, notamment quand il a parlé de Herzl. Premièrement, le sionisme a introduit une rupture avec le judaïsme exilique, le statut exilique des juifs, et les seuls vrais juifs seraient antisionistes, les autres seraient même antisémites, puisque Nathan a même dit que Herzl pouvait être qualifié d'antisémite. Deuxième énoncé qu'on entend souvent dans la critique antisioniste, antisémite, l'antisémitisme n'existait pas avant 1948, date de la création de l'État d'Israël, et l'antisémitisme serait une réponse au sionisme colonial. Autre énoncé, l'antisionisme ne serait pas la critique des Juifs, mais la critique de la politique d'Israël, ça on connaît ça par cœur. La responsabilité d'Israël est engagée dans la montée de l'antisémitisme en raison de la politique d'annexion depuis le 7 octobre. Le soutien à la résistance hamassienne serait la seule forme de résistance. L'histoire se rebiffe contre ses bourreaux, les Palestiniens se rebiffent contre les bourreaux israéliens. L'antisionisme serait au fond aussi, alors ça c'est mon analyse, un cachex pour parler d'un État binational, à savoir qu'on évoque le droit au retour, Nathan l'a fait, des réfugiés des Palestiniens, et pour dire que au fond les Juifs sont une minorité sur le sol d'Israël et qu'ils ne peuvent et qu'ils doivent, au fond, ils ne peuvent rester qu'en tant que minorité, donc il faut faire revenir les Palestiniens. Et puis il y a toute une autre phraséologie qui peut être quelquefois plus antisémite, la mise en parallèle entre le Judéocide et Gaza. La question, alors ça on reviendra dans la discussion, l'anti-étatisme présumé des anarchistes juifs, le Boun, Prince Shalom, alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et je note surtout, c'est ce que j'ai noté dans les comités Solidarité Palestine des étudiants, ce qui s'exprime donc, c'est souvent une dématérialisation des sociétés. On parle en termes de grandes entités, les Juifs, beaucoup de ismes, beaucoup de ismes. Les Juifs, les Palestiniens, le sionisme, l'antisionisme, sans véritablement décrire et qualifier une sociologie des pays. Et ça vient, alors, et je terminerai par ça pour mon premier point sur la sociologie de l'antisémitisme, de ce que Luc Boltanski appelle la souffrance à distance. Il y a véritablement une incarnation de la cause palestinienne par cette espèce d'empathie, le fait de ressentir la souffrance du Palestinien, et ça, on le mesure vraiment dans les comités Palestine, mais le problème, c'est que les différentes formes de critique ne s'articulent pas toujours. Toutes les formes d'indignation coloniale, capitaliste, impérialiste,
genre, suprémacisme, etc., sont alignés sur Israël, se polarisent donc sur des concepts simplificateurs qui permettent de focaliser l'attention sur ce vers quoi ils veulent tendre: sionisme, impérialisme, apartheid, écocide, génocide. Tout ça étant ce que j'appelle moi la mâchoire supérieure de la définition d'Israël. Moi je parle désormais d'un polyantisionisme ou un antisionisme polyvalent qui réunit toutes les souffrances en une et qui se cristallise sur Israël dans la mâchoire supérieure, le dominant israélien, et qui se cristallise sur les Palestiniens dans la mâchoire inférieure, à savoir le dominé palestinien. Alors que chez les Palestiniens, il y a toutes sortes de Palestiniens, et en Israël, il n'y a pas que des Palestiniens, je vais y revenir, il y a des Arméniens, il y a des Druzes, il y a des Bédouins, etc., il y a toutes les religions. Donc il y a ce que j'appelle une métonymisation de la souffrance palestinienne qui va de pair avec une métonymisation de la domination judéo-israélienne. Dans les comités de Palestine, on entend souvent « nous sommes tous des enfants de Palestine », ce qui est très beau et très juste. Évidemment que nous sommes tous des enfants de Palestine, mais pourquoi mettre de façon aussi singulière et en même temps générale cette prévalence de la blessure palestinienne qui devient une blessure universelle sans véritablement saisir les formes d'universalité de cette blessure? Voilà, moi il me semble que et c'est un peu le cas de Nathan, dans les comités Solidarité Palestine étudiants par exemple, on parle toujours depuis l'Occident sur la Palestine et jamais de la Palestine et d'Israël d'ailleurs. On parle sur et jamais depuis et jamais de. Donc il y a tout un concernement et toute une blessure, notamment étudiante dans la jeune génération, qui est très intéressante, mais avec quand même des points de blocage, parce qu'il y a une exaltation de la blessure. La Palestine, c'est moi. Je suis la Palestine est moi. C'est quelque chose qu'on entend souvent, et donc ça permet peut-être de ne pas se confronter suffisamment à l'altérité, justement, autre. Et peut-être de conforter un dualisme, eux et nous, justement, qui précisément est ce dualisme dont tout le monde cherche à sortir. Donc je pense qu'il faut faire très attention aux opérations qui sont faites quand on est un militant pro-palestinien ou une militante pro-palestinien, lorsqu'on homogénéise toutes les souffrances, toutes les formes de domination, et que l'on ne voit pas en plus non seulement qu'il existe une diversité de la société palestinienne et israélienne, mais que précisément il y a des formes politiques divergentes, anarchistes ou autres, qui existent dans les deux sociétés. Je vais en dire deux mots. Voilà, donc moi il me semble que l'antisionisme, entre guillemets, est très contrasté et arrive à ce que Boltanski appellerait un effet de nihilisme par la souffrance à distance et de démoralisation scientifique, mais aussi politique. Donc, alors, maintenant j'entre un petit peu dans l'exposé. Comment définir ce que Nathan appelle le sionisme à partir de l'antisionisme? Nathan nous a dit, le sionisme est une idéologie. Et il nous a dit aussi que, puisque c'est une idéologie, et puisque le sionisme est un modèle, même si nous sommes, en tant que citoyens israéliens, enfin moi je ne suis pas israélienne, hein, mais bon, les citoyens critiques, juifs et israéliens, restent des sionistes. C'est un peu ce que nous... J'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire. Comme j'ai bien insisté sur le fait que Herzl n'était pas antisémite. Mais... Oui, enfin, il y avait un passe-passe un peu bizarre. C'était pas bizarre, parce qu'il a été... Okay. Oui, j'écoute, ça va, j'ai écouté, merci. Moi, j'ai entendu que Herzl était suprémaciste et que de ce point de vue-là, il s'opposait à une idée de l'universalité. J'ai pas dit ça. Pas bon, ok, on y reviendra après. Bon, bref. Donc, en tout cas, dans le texte, il me semble qu'à un moment donné, il est dit que même si les citoyens israéliens restent des sionistes. Dans le texte. Hein. Nathan n'a pas dit que les citoyens israéliens restaient des sionistes. D'accord, ok. Alors, par contre, moi, ce qui me semble, c'est que
là où il y a, et c'est pas une question de militantisme le sionisme n'est pas une idéologie. Historiquement, ça n'est pas une idéologie. Le sionisme est un modèle historique qui a été monté plus ou moins depuis le premier congrès, mais c'est l'usage qui en est fait qui est idéologique. Le sionisme est un modèle politique, historique, qui dit qu'il y a une possibilité de souveraineté pour les Juifs dans un État qui leur appartient et qui réalise, je ne me retourne pas à côté de Nathan puisque je ne peux pas, je me tournais de ce côté-là, qui réalise l'émancipation des Juifs dans la réalisation d'un État qui est évidemment très imparfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait qu'on revienne sur la situation actuelle d'Israël, et de plus en plus problématique. Mais le sionisme, c'est la fin de la galoute. C'est la fin de l'exil partiel des Juifs. Ça, c'est la première chose. Donc, quand on parle de la relation avec l'antisémitisme, entre sionisme et antisémitisme, justement, c'est là où il y a un problématique. Parce que dès lors qu'on parle d'entité sioniste, soit on dit que la critique sioniste est celle d'Israël, et là il n'y a pas de souci, évidemment, évidemment. Donc soit on applique des critères normaux comme pour tous les États, par exemple dire que je critique l'État français et que c'est une critique de la francité ou quelque chose comme ça, et donc il n'y a aucun problème. Dire que la critique du sionisme et la critique d'Israël, donc on est absolument d'accord. Donc dans ce cas-là, on distingue bien la critique d'Israël de l'antisémitisme. Mais souvent, et c'est le cas dans un certain nombre de partis politiques, souvent on feint d'attaquer Israël pour attaquer non pas la forme de gouvernement, hein, c'est ce que disait Nathan, mais la légitimité de l'État des Juifs. Et c'est là où il y a un souci parce qu'on s'attaque au fondement et à la cause de l'installation d'un État des Juifs. On ne s'attaque pas aux formes de l'État, mais à ses fondements. Et si on s'attaque à ces fondements, alors on dit que peut-être l'État des Juifs ne serait pas moderne, ils n'auraient pas le droit d'avoir un État, ils seraient liés à une forme de galoute, ils seraient donc liés à un exilique. Exilique. Hein. Ils doivent rester en exil. Encore une fois, moi, ça ne me gêne pas. Hein, peu importe Personnellement, moi, je suis anti-étatiste, donc c'est pas un souci, mais c'est pas comme cela que l'entendent ceux et celles qui habitent en Israël. Et donc, ça enverrait à l'idée qu'ils doivent rester toujours en diaspora, etc., etc. Et c'est là donc où il y a un souci. Quand l'anti-sionisme, encore une fois, selon les termes et les guillemets mis, veut dire plus que la critique d'Israël et de ses modes de gouvernement. Et c'est là où il y a un souci. On attend toujours plus d'un État d'Israël que de n'importe quel État. Est-ce qu'on contesterait aux Français le droit d'avoir un État? Non. Et donc, c'est un peu le problème. Donc, il peut arriver des cas, et encore une fois, c'est pas du tout le cas de l'exposé de Nathan, où, entre guillemets, l'antisionisme est un prétexte parce qu'il permet d'aligner, ou en tout cas de cacher une espèce de haine des Juifs dans leur droit à avoir un État, et donc pour le coup d'annuler ou d'interdire ou plutôt de contester ce qu'on a appelé le sionisme historique et le sionisme politique, parce que on peut pas revenir dans le débat, mais il y a énormément de formes de sionisme. Herzl est porteur d'une forme de sionisme. Il y a autant de formes de sionisme qu'il y a de juifs, j'ai envie de dire, pour exagérer un petit peu. Le deuxième point de l'exposé de Nathan, c'est la question de ce... Alors, je ne sais pas s'il a employé le terme dans le texte, ça figurait. Colonialisme de peuplement. Tu l'as employé, hein? Ok. Alors, du coup, je ne sais plus... ok, donc on est d'accord. Alors, ok. Colonialisme de peuplement, on appelle ça aussi colonialisme sioniste. Ça vient de Maxime Robinson. Et là où il y a un problème dans la catégorie, dans l'étiquetage, c'est que... quand on parlait originellement de colonialisme-sionisme, on parlait de l'implantation des Juifs en Palestine historique, donc depuis la fin du 19e siècle, et pas seulement depuis la fin du 20e, et que désormais on en parle sans les graduations. Depuis la galoute, l'exil,
jusqu'au Yishuv, le pré-État historique, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et c'est là où à nouveau il y a un espèce de court-circuit. Le colonialisme de peuplement est devenu un espèce de signifiant flottant où on réalise une unification symbolique entre le premier peuplement des Juifs, l'État d'Israël et ce qui se passe dans les territoires. Or, 70% des Israéliens sont contre la colonisation et dans l'Occident, on pourrait dire que la majorité des Juifs est évidemment contre la colonisation. Et c'est là où il faut faire très attention au terme de colonialisme de peuplement. Parce qu'il y a une porosité qui fait croire que l'État d'Israël a tous les territoires, que l'État d'Israël a colonisé l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas la réalité. Nous reconnaissons l'État d'Israël dans ses frontières, nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël en tant qu'il a colonisé les territoires palestiniens, c'est-à-dire au-delà des frontières de 48 et de 67, ce que l'on appelle les territoires palestiniens. Donc, en fait, quand on parle à nouveau de colonialisme de peuplement, on cherche souvent, je n'ai pas dit que c'était encore une fois le cas de Nathan, à déposséder Israël de sa forme État. Et de lui privilégier ou de privilégier un nationalisme palestinien. Au fond, c'est ça aussi que souvent ça veut dire. D'autre part, sur colonialisme de peuplement, on emploie le terme de peuplement maintenant, et c'est le cas de Patrice Wolf qui a remis au goût du jour la notion de colonialisme settlers, pour dire que le peuplement, c'est la Nakba. Puisque dès lors qu'il y a eu peuplement, il y a eu effacement des Juifs, donc comme vous le savez tous, effacement de l'indigénéité palestinienne. Donc il y a souvent un raccourci scientifique, peuplement égale Nakba, donc ce qui permet donc de revendiquer à juste titre non seulement l'État de Palestine, mais éventuellement, pour ceux et celles qui sont pour, le droit au retour. Et puis, quand on parle de colonialisme de peuplement, c'est le cas dans beaucoup d'essais. On voit tout de suite derrière, là, à nouveau, là, il y a une espèce de dog whistle, usurpation, vol de terre. Les Juifs, du coup, sont assimilés à des Blancs, je vais y revenir, à des Afrikaners, à des Waps, à des Kanaks, à des Néo-Zélandais qui auraient donc volé la terre. Ce qui, à nouveau, là, pour le coup, juridiquement et aussi du point de vue historique, doit être regardé. Je ne vais pas revenir sur les dispositifs juridiques qui ont permis d'acquérir les terres. Donc il faut faire attention aux notions que l'on emploie, parce que ça veut toujours dire que, au fond, les Juifs coloniaux seraient des Blancs ou des descendants de colons, et donc liés à une blanchéité, comme l'a dit Nathan. Alors, oui, non, mais c'est en partie vrai, je vais y revenir. C'est d'ailleurs le mouvement que fait, qui me semble assez intéressant, une partie donc de l'antisionisme, qui n'est pas très connu ici, qui est connu un petit peu en Israël, aux États-Unis, par désormais de juifs musulmans. Donc des Israéliens qui se revendiquent comme juifs musulmans, un petit peu. On a ça chez une autrice française israélienne qui s'appelle Riali Azoulay, enfin son vrai nom est Ariela Azoulay, Aïcha Azoulay, parce que justement elle a repris son prénom de marocaine. Donc le terme de juif musulman, qui vient des Israéliens entre guillemets antisionistes, est là pour contester justement cette idée que les juifs auraient colonisé l'ensemble de la terre, et se dire juif musulman, c'est au fond se désidentifier à la notion de judaïsme israélien, et même se désidentifier aux juifs orientaux, ce que l'on appelle les Misrachim, parce qu'ils seraient encore des juifs. Et ça, c'est des courants qui existent en Israël, hein, qui posent leur propre décolonialité. Je vais y revenir parce que, justement, en Israël, il y a énormément de décoloniaux. Et on peut y revenir dans la conclusion. Tant qu'à être décoloniaux israéliens, pourquoi ne pas passer directement au post-sionisme ? Et pourquoi ne pas pencher du côté de la reconnaissance des identités multiples plutôt que de vouloir effacer Israël ? Dernier point sur la démonstration, les Blancs, les Israéliens seraient tous donc des Blancs et des rescapés de la Shoah. Et donc correspondraient tous à une espèce de ce que j'appelle moi un homo israelicus.
60% de la population israélienne est Misrachim. Elle n'est pas blanche, elle est orientale. S'ajoute à ça ce qu'on appelle en Israël la troisième colonne, les Russes, qui sont sans doute, plus de, aujourd'hui, 2 millions d'habitants. Et je me pose la question, c'est pour ça qu'en Israël, on ne parle jamais de sionisme. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un juif maghrébin, un séfarade, un orthodoxe russe, une juive d'origine argentine, une belge ou un belge, un éthiopien ou un polonais qui a été victime de la Shoah? Il n'y a aucun point commun, sinon l'identité juive, sans parler des fellachas éthiopiens. Donc, en fait, le sionisme n'est pas une catégorie nationale. Ce qui unit les Israéliens, c'est l'identité juive et la religion, pour ceux et celles qui sont pratiquants. La cohésion, le sionisme est en crise en Israël, je vais y revenir. C'est pour ça que nous, on a du mal à comprendre comment le sionisme existe encore, parce qu'en Israël, on parle soit de néo-sionisme, soit de post-sionisme. Le sionisme, la cohésion sociale en Israël, elle ne provient pas de l'État, elle provient éventuellement de l'armée et de la religion. Israël, c'est un ensemble de tribus, on parle d'une tribalisation de la société, parce que c'est autant de tribus que de... il y a une somme de tribus qui est inconsidérée. Donc, en fait, le sionisme, ça ne signifie rien en Israël. Ça ne signifie pas grand-chose, c'est un terme. Personne en Israël ne va utiliser le mot sionisme. Vous demandez à un Palestinien, il ne va pas vous dire « je suis un antisioniste » ou « je suis… il va vous dire « je suis un Palestinien d'Israël qui conteste ou pas le droit d'Israël ». Un Israélien va se définir comme Israélien. Il va se définir, et y compris un Palestinien, à partir de son identité civique et nationale, pas par rapport à une idéologie, puisque le sionisme serait une idéologie. Donc on se définit par rapport à sa nationalité, y compris les Palestiniens puisqu'ils ont la nationalité israélienne. Donc il me semble que c'est important de rectifier ce point-là. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'en Israël, on a une minorité de militants, ils peuvent être palestiniens, ils peuvent être israéliens juifs, qui ne reconnaissent pas, ou plutôt, qui critiquent de façon radicale l'État d'Israël, mais comme de plus en plus de personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'attaquent au fondement de l'État d'Israël. Ils veulent, comme tout le monde, comme tout le monde, certains veulent un État binational, beaucoup veulent l'égalité de droits réels, et ils veulent mettre fin à une domination qui est inégalitaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils attaquent les fondements de l'État d'Israël. De même, et c'est ça qu'il faut voir, c'est contre ceux-ci qu'il faut se battre, ce sont contre les néo-sionistes. On appelle en Israël les néo-sionistes, d'ailleurs ça répond de façon assez symétrique à l'antisionisme européen, mais par exemple c'est des choses dont Tzedek, je crois que ça a été cité Tzedek ou pas, voilà, ne voit jamais. Ce qu'on appelle les néo-sionistes, ce sont les... Alors je ne vais pas faire un cours sur la religion parce que ça prendrait du temps, l'ensemble des groupes religieux extrêmes ou messianiques, ce qu'on appelle les toraniques messianiques, qui veulent eux aussi, comme les antisionistes en Occident, la fin de l'État d'Israël. Mais évidemment pas pour les mêmes raisons. Parce qu'ils considèrent que l'État d'Israël les bloque dans le projet de rédemption et de venue du Messie. Ça veut dire, et moi c'est des mouvements sur lesquels je fais des très grosses enquêtes, ils ont exactement, symétriquement les mêmes pratiques que les antisionistes, c'est-à-dire s'attaquer à la police, s'attaquer à l'armée, occuper des avant-postes pour réaliser le grand Israël. Quelquefois, certains sont en communion avec les Palestiniens, c'est rare, mais ça peut exister. Je travaille sur ces groupes-là. Et surtout, ils veulent la fin de l'État d'Israël pour des raisons religieuses, pour des raisons que j'appelle de messianocratie. Ils veulent instaurer une loi théocratique et inégalitaire. Et c'est ces groupes-là qu'il faut avoir en ligne de mire quand on veut critiquer Israël. Parce que ceux-là avancent très vite. Très vite, ils ont des relais. Ce sont eux qui brûlent les villages des Palestiniens. Ce sont eux qui frappent les femmes et les hommes palestiniens, etc. Et qui déracinent les oliviers, etc. Ce néo-sionisme-là, il est quasiment symétrique d'un espèce d'antisionisme occidental et il faut l'avoir en tête. Ce sont ces groupes-là qu'il faut voir parce qu'ils ne représentent pas une forme d'émancipation par la sécularisation,
par le droit, l'égalité et la reconnaissance. Donc, c'est Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez préciser, du coup, les néo-sionistes veulent la fin d'Israël tel qu'il existe? J'aurais pas dû dire ça parce que tout le monde va s'engouffrer là-dedans. Non, et donc ils voudraient instaurer un régime qui serait inégalitaire, mais basé sur une autorité Religieuse. qui prendrait du coup la place de l'État. d'Israël. De l'État. De Donc, l'État. Il s'oppose, justement, c'est pour ça qu'il y a tellement de... Ça me semble, il y a tellement de raccourcis dans la question du sionisme. Il s'oppose au sionisme politique, celui qu'a défini Nathan, mis en place avec des droits, une règle, une forme État, un État d'exception, etc. etc. Il pense que l'État herzlien a interrompu le processus d'émancipation et de rédemption des Juifs, que la galoute doit reprendre. Elle doit reprendre, l'exil des Juifs doit reprendre jusqu'à avoir une espèce de forme religieuse d'émancipation par la religion et par le Messie. Ils ne prennent pas l'exil, ils veulent agrandir un territoire. Ils veulent que l'exil soit réalisé complètement sur le Grand Israël pour accueillir tous les Juifs du monde, et en particulier les Juifs d'Israël. Donc c'est une opposition qui est d'ordre spirituel, en fait, et contre le personnel politique sécularisé. Et moi, je pense que c'est ces mouvements-là qu'il faut regarder, parce qu'ils sont extrêmement agressifs, et en fait, ils recadrent la notion de l'État moderne, au sens où on l'entend, nous, en Occident, ou au sens où Israël l'a entendu dans sa fondation. Et aussi, en Israël, alors, il y a aussi ce qu'on appelle la gauche halakhique, la gauche religieuse, qui est un espèce de mélange entre le messianisme et des valeurs décoloniales portées par les juifs de couleur, etc. Donc en fait, dans l'antisionisme occidental, sur certains points, il peut rejoindre une opposition à l'étatisme juif pour dire que l'État juif, ça peut fonctionner sans être un État racine. Ce que disent aussi un certain nombre de Palestiniens, notamment le Hamas. Tous les mouvements, entre guillemets, de résistance, d'émancipation palestinienne, disent que l'État d'Israël n'est pas un mouvement un État racine. Voilà. Alors, donc moi je pense que c'est ce néo-sionisme-là qui est à combattre. Et c'est là où, quand on parle pour le coup d'idéologie, je suis d'accord, pour dire que, et en particulier depuis le 7 octobre, mais ça n'a pas commencé le 7 octobre, il y a aussi un néo-sionisme qui est ce qu'on appelle, et là on sort des religieux, ce que l'on appelle les Juifs de la force, ou les Israéliens de la force. C'est le mouvement auquel on assiste aujourd'hui avec le gouvernement, qui dit tout simplement, et avec l'aval de Marine Le Pen et de Bardella et de, comment elle s'appelle, voilà, qui dit tout simplement que un État fort, c'est un État qui assoit sa souveraineté nationale sans avoir besoin de personne. En Israël, on n'a pas besoin de la communauté internationale, on n'a besoin que des États-Unis. On n'a pas besoin de l'autre. Et le néo-sionisme, qui n'est pas forcément religieux, il veut tout simplement supprimer la deuxième partie de l'énoncé « un État juif et démocratique » à la seule première partie de l'énoncé, un État juif, donc qui exclut tous les autres. Et donc ça, c'est important. C'est ces apparitions-là qui sont importantes. Et là, nous sommes en Israël dans une période, de ce point de vue-là, extrêmement, extrêmement inquiétante, parce qu'il n'y a plus que cet énoncé-là qui apparaît, avec une série de lois, enfin on pourra y revenir dans la discussion. Dernier point, de quelle couleur est Israël ? Ou donc le sionisme, selon, pour reprendre les mots de Nathan. En fait, encore une fois, la société israélienne, elle n'est pas blanche. Il y en a de moins en moins de blancs, il n'y en a plus que 20%. Elle est absolument de toutes les couleurs. Elle a donc elle est donc d'une mosaïque incroyable. Et en fait, il n'y a pas d'organisation vraiment institutionnelle ou d'unification en Israël. Il y a le judaïsme qui unit au fond les Israéliens. Alors, de quelle couleur est le juif? Donc, il est de toutes les couleurs. Et en Israël, il y a encore un certain nombre de minorités, comme vous savez, les Palestiniens, qui sont minoritaires, enfin pas en nombre, enfin ils sont 20%, mais ils sont discriminés.
évidemment, mais il y a aussi d'autres formes de discrimination par rapport à l'origine, entre guillemets, du suprémacisme blanc. Bien que pendant la création de l'État d'Israël, il y avait des Juifs orientaux, hein, il n'y avait pas que des colons européens. Ok, donc il n'y avait pas de suprémacisme en tant que tel, mais donc il y a un certain nombre de minorités, en particulier les Mizrahim, qui, lors de la création de l'État d'Israël, mais là aussi il y a beaucoup de débats en Israël, chez les historiens et chez les sociologues, les orientaux ont été plus ou moins, peut-être pas discriminés, mais en tout cas traités de façon inégalitaire en termes de perception et de représentation. Ils étaient considérés comme non égaux, enfin du point de vue de la perception, parce qu'ils n'ont pas le même rite juif en particulier. Donc il y a des minorités, il y a des formes de discrimination, en particulier chez les Palestiniens d'Israël, hein, je ne parle pas des Palestiniens des territoires, qui ont la nationalité israélienne, mais avec un certain nombre d'inégalités dans le foncier, dans l'habitat, etc., etc. Mais c'est là où c'est très intéressant. Le néo-sionisme dont j'ai parlé très brièvement, notamment religieux, il arrive par ces discriminations. Parce que les Mizrahim ont été souvent déconsidérés, ils se tournent vers la religion. D'ailleurs, on pourrait vraiment faire un parallèle avec les classes populaires en France qui ont été négligées par la gauche, parce que ça a été le cas aussi en Israël avec la gauche travailliste, et qui se tournent vers l'extrême droite, qui les représente, etc. C'est exactement le même cas en Israël, mais ils se tournent vers la religion. Tous ceux et celles qui veulent un État juif de force, un État juif et pas démocratique, ce sont des gens qui ont développé un ressentiment, qui ont cultivé les yeshivot, c'est-à-dire la religion dans les écoles, etc., etc. Et les orientaux, les Mizrahim, votent droite nationaliste, extrême droite ou sioniste religieux. Voilà. Alors, mais quand même, ce que je voudrais dire, parce que c'est quand même un point positif, et je vais bientôt m'arrêter, il y a aussi chez les juifs de couleur, les Mizrahim, toute une série de jeunes mouvements féministes, homosexuels, intersectionnels, décoloniaux, et ça existe aussi, en particulier dans la littérature, etc., qu'on appelle la noirceur juive, et qui revendiquent justement une position intersectionnelle, identitaire, qui veulent avoir une place au-delà de la littérature. Hein. Ils s'inscrivent dans la lignée des Black Panthers israéliens qui ont existé en 1973. Donc ça, c'est des mouvements extrêmement importants. Ils croisent les disparités économiques aux disparités sociales, au précariat, parce que c'est quelque chose aussi qui est important. Le précariat en Israël, c'est un pays néolibéral, mais avec une pauvreté assez importante. Voilà. Donc moi, il me semble que c'est ces mouvements-là qu'il faut regarder. Et dans ce cas-là, plutôt que de regarder le sionisme, entre guillemets, il faut regarder donc le post-sionisme. Qu'est-ce que le post-sionisme? C'est justement, précisément, l'ensemble des mouvements, partis politiques, associations, ONG ou individus, qui revendiquent dans la rue actuellement, en Israël, mais pas que, une égalité de droits, de faits, entre toutes les individualités, entre toutes les formes de groupes, et qui revendiquent donc une identité civique égalitaire et réelle entre tous les citoyens. Alors, ils peuvent poser un État binational, une confédération, une solution à 2 États, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'on rentrerait dans la problématique géopolitique. Dans le post-sionisme, il y a 5 signes d'espoir, enfin 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas, moi qui me semblent extrêmement importants, il faut les cultiver. Les Russes. Les Russes, c'est une catégorie de population qui est sécularisée et qui est extrêmement éduquée, souvent politisée, souvent nationaliste, mais pas que, et qui se convertit. Ou qui lutte pour avoir une loi juive qui soit un peu plus souple que la loi actuelle. Parce qu'il y a eu beaucoup de faux juifs chez les Russes, je passe. Ensuite, il y a tous les travailleurs qui ont remplacé les travailleurs palestiniens, notamment les Asiatiques, qui sont extrêmement nombreux et qui veulent s'installer dans le pays. Ça participe du post-sionisme et de la reconnaissance de toutes les identités. Ensuite, il y a tous les mouvements progressistes que j'ai cités, qui sont basés sur la noirceur juive, etc., la lutte contre la gentrification et l'appropriation culturelle. Il y a le féminisme israélien.
le féminisme mixte israélien-palestinien, qui est très important, les LGTB, les mouvements homosexuels, tous les mouvements sociaux en faveur de l'égalité, il y en a beaucoup. Il y a le monde de l'art, la vitalité du monde de l'art, il y a les mondes de résistance, etc. Il y a les rédimes aussi, certains orthodoxes qui se révoltent. Voilà donc